Oui. Pour la photo? C'est bon, je l'ai. On attend quelques instants encore, qu'il y a toujours des gens qui arrivent un petit peu en retard. Enfin, en retard, on n'est pas à la minute. Hein. Alors, est-ce que le titre de la conférence vous a interpellé? Tout à fait, c'est pour ça que vous êtes venu. Et est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous allez entendre? Ah. Enfin, on va regarder surtout des choses. Ça va? Bon, bah. Ah bah Jean-Charles, t'es venu, c'est bien. De toute façon, tu peux, si jamais tu as des soucis, tu peux toujours partir avant, c'est pas grave. Écoute, j'essaie d'enregistrer, on verra ce que ça donne. Bon, bah, je vais m'y mettre, hein, je vais commencer. Hein, tu vois encore des gens qui arrivent là ou... Non, je souhaite juste la bienvenue à tout le monde. Et la deuxième super conférence avec Louis de Bayeul. La première, c'était notre cher ami Nicolas, la semaine dernière. Ouais, et donc là, c'est l'occasion maintenant d'entrer dans la matière vraiment qui nous intéresse, hein, puisqu'on avait vu ça de façon... on était dans le passé, maintenant on est dans le présent, avec les réflexions d'un éminent artiste qui va nous les partager sur un sujet bien précis. Donc je vais le laisser vous en parler, il le fera très bien. Et je pense que... Donc c'est à peu près combien de temps? C'est une heure je me suis fixé 1h30. 1h30, donc il ne faut pas que ça dépasse 1h30. J'ai compris, donc j'ai essayé de réduire pour avoir une petite question. Ouais, parce qu'il faut... Voilà, donc j'ai mon minuteur, je vais essayer, parce que c'est très dense, je pourrais tenir 3 heures. Donc mais on ne veut pas 3 heures. Non, mais je sais. Après, on a un rendez-vous, hein, donc on ne peut pas. Voilà. Bon, je vous souhaite une nouvelle conférence. Bon, écoutez, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas, donc c'est super. Je sais que vous êtes venus au sein de cet événement aussi sympathique, hein, qui dure depuis le week-end dernier. Voilà. Alors, voilà, je démarre mes petits trucs. Donc, on va parler donc de l'imaginaire pictural. On va parler d'imaginaire pictural et on va parler des 4 éléments. Alors, comment on va relier ça ensemble? C'est très simple. Quand on pense à la peinture, au départ, on pense à un savoir-faire. On pense à un savoir-faire artistique, des techniques, etc. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de définir l'activité de peintre. C'est pas juste d'avoir un savoir-faire, c'est aussi d'avoir un imaginaire. Alors, un imaginaire de peintre, qu'est-ce que ça peut être? Voilà. Enfin, l'imagination en général, l'imagination, souvent, on pense que c'est la faculté d'imaginer des choses qui n'existent pas, de produire des images, on pense à l'imagination narrative, comme il pourrait y avoir des scénarios, ou le fait de faire d'imaginer des contextes ou des événements comme dans un film.
Il y a aussi l'imagination des rationnelle que des savants peuvent avoir, hein, l'imagination pour faire des inventions, des ingénieurs, etc. L'imagination des artistes est un petit peu différent. C'est une imagination créatrice. Et on va voir que, en ce qui concerne le monde de la peinture, c'est pas forcément, même si d'ailleurs la peinture est figurative, hein, donc même si on va avoir des images qui sont représentées, ce que j'essaye moi de soutenir aujourd'hui, c'est que les images premières du peintre, ce qui va concerner la peinture, c'est finalement un imaginaire qui est lié à la matière, à la matériologie, fondamentalement physiologique. Et là, c'est amusant parce que du coup, forcément, je me relie un peu à Bachelard, qui lui qui a été occupé une grande partie de sa vie à démontrer que les images poétiques, donc lui, il a fait ça avec la poésie, avec les poètes, que les images poétiques finalement puisaient leur source dans la matière. Déjà, c'est intéressant de penser ça. Et notamment dans les éléments. Donc, si on pense à la matière, on est ramené justement aux éléments. Donc cette fonction imaginative, c'est une fonction qui nous met en mouvement, qui va nous inscrire dans le monde vivant. Et on va réfléchir donc à ces 4 éléments. Donc ça paraît étonnant aujourd'hui puisque la science ça peut même paraître, moi c'est ce que je pensais à un moment donné, que de réfléchir en termes d'éléments, hein, la terre, le feu, l'air, l'eau, de réfléchir en termes d'éléments, ça peut paraître un peu étrange à notre époque où la science est extrêmement sophistiquée, où on a toutes sortes de réflexions sur la matière, sur les particules, etc. Mais il faut se souvenir que dans l'Antiquité, les éléments étaient quelque chose de très profond, qu'on réfléchissait en termes d'éléments. Et les présocratiques notamment, des gens comme Thalès, comme Héraclite et Aristote ensuite, pour eux, les éléments, c'était quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que le fait, c'était l'idée de retrouver une source, un élément premier qui serait source de vie ou qui serait à l'origine du monde. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce que je vais essayer de démontrer, c'est qu'on peut réfléchir sur la peinture, non pas en termes de couleurs, de lignes, donc le langage habituel du peintre, hein, mais de réfléchir en termes de matière, d'aller directement dans la matière. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'imaginer, voilà, est-ce qu'on peut avoir un imaginaire qui est foncièrement matière, qui est lié aux éléments, qui suscite du coup des ressentis physiques de la matière. Donc si on pense à l'eau, si on pense à l'air, si on pense à la terre, si on pense au feu, ce sont des éléments archaïques que tous les êtres humains se sont posés des questions à ce sujet. Et en fait, vous allez voir que dans la peinture, on trouve, ça habite le langage du peintre, quelles que soient les époques. Donc il s'agit de ressentir la matière directement, ces éléments directement, avant même l'apparition des formes, avant même l'apparition de la représentation. Voilà. Une petite introduction pour vous planter un peu la démarche. Et donc on va regarder nos différents éléments. Donc, alors, on va commencer par la Terre. Je trouve ça assez logique de commencer par la Terre. Et vous allez voir que même si, là je vais essayer de parler de chaque élément l'un après l'autre, ensuite c'est difficile de les différencier, enfin c'est difficile de les séparer parce que tout est lié. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des relations entre la terre et l'eau, entre la terre et le feu, entre l'air et le feu, entre l'eau et l'air, etc. Tout ça, c'est des choses qui communiquent. Donc même si on va essayer d'identifier des choses précises, c'est des choses qui ne sont pas aussi figées et qui communiquent. Voilà, ça va ? Alors ça, si j'ai commencé par montrer cette image,
donc c'est une peintre qui s'appelle Fabienne Verdier, que vous connaissez sans doute, qui à ses débuts, du coup, a travaillé en Chine. Donc ça pourrait être de la peinture traditionnelle chinoise, mais si je montre ça, c'est donc si excusez-moi, je prends mes notes, parce que donc la Terre. Alors la Terre, si en quelques mots j'évoque la Terre, il y a l'idée de résistance physique. Résistance physique. C'est ce qui résiste, la Terre. Et la Terre est profondément, enfin en tout cas fondamentalement, la Terre c'est quelque chose. Il faut penser à la Terre comme quelque chose de refermé, en contraste avec l'air, on le verra tout à l'heure, qui serait profondément quelque chose d'ouvert. Donc la Terre c'est quelque chose de refermé, de dense, quelque chose qui résiste, qui donne une résistance physique, qui nous incarne du coup dans ce monde, obscur on pourrait dire, sombre, dense. Il y a une massivité, voilà, donc tout ça. Donc quand je regarde ces images, il s'agit donc de peintures chinoises qui représentent des rochers, mais le peintre ici, il utilise l'encre dans une idée de densité, dans une idée donc ça m'évoque un ressenti justement de ce que je nomme la Terre, c'est-à-dire d'une densité physique. Et le peintre ici, donc, il pense ou il ressent, il est connecté à cette idée de densité physique, qui va être des rochers notamment, et quand bien même c'est de l'encre. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on peint à l'aquarelle ou à l'encre qu'on travaille sur l'élément eau, d'accord? Pas seulement. Euh, euh, Bien sûr que de faire de l'encre ou de faire de l'aquarelle ou d'avoir une peinture fluide, ça nous fait peut-être rêver. Ça nous fait peut-être rêver ou ça stimule des rêveries qui sont liées à l'eau, mais pas seulement. Donc on peut très bien faire de l'encre de Chine et penser à la densité, penser à cette tension, à cette force de la Terre. Comme on peut penser à l'air et avoir une peinture à l'huile qui serait étalée au couteau. On va voir, il faut ouvrir son esprit et il peut y avoir des contradictions apparentes comme ça. Donc je vais vous montrer des choses volontairement très différentes. Dans ce dessin de Matisse, moi ça m'évoque aussi un peu cette rêverie sur la Terre dans le sens de la densité, dans le sens de quelque chose qui se referme sur soi. Ce dessin, un dessin de nu, on sent qu'il a laissé volontairement tous les repentirs de son tracé qui viennent se recouvrir, qui viennent créer une sorte de masse de nuages sombres. Voilà, une autre évocation de cette densité, de ce côté refermé de la Terre. Alors vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, donc chaque image que je vais vous montrer, vous aurez peut-être des idées différentes. C'est pas du tout figé tout ça, c'est l'idée d'ouvrir des réflexions et soi-même d'essayer de se connecter à des ressentis physiques de la matière. Alors, par rapport à la peinture, la Terre, dans l'idée de Terre, il y aurait l'idée d'une structure. Donc toute la peinture ou tous les dessins qui vont axer sur la dimension de structure me semblent concernés par cette idée de Terre. Une stabilité. Donc dans la Terre, il y a quelque chose aussi qui est stable, c'est le fondement, c'est le sol. Il y a quelque chose qui est lié à, voilà, à un ancrage. Donc le dessin, la forme fermée. Donc on va réfléchir ici sur la forme fermée. La forme dans la peinture, elle peut être fermée, elle peut être ouverte. Une forme fermée, c'est-à-dire que la forme ou la couleur va être délimitée par un tracé ou par un dessin qui va être assez, vous voyez, assez refermé, qui donne une sensation que les choses sont bien isolées, que la couleur correspond au tracé, qu'elle ne déborde pas le tracé. Donc cette idée de forme fermée, en pensant à la Terre comme quelque chose justement de dense et de refermé,
pour moi, ça communique justement une rêverie ou une réflexion sur cette idée d'élémentaire. La peinture de Matisse communique, à mon avis, ce genre de choses. Vous avez donc des cernes, des tracés qui sont visibles. La couleur correspond à des plages définies et semble se cantonner au tracé qui est donné. Donc cette tradition donc d'une forme relativement fermée, on va la trouver. Excusez-moi, voilà, on va la trouver à d'autres. Enfin, là, on pourrait. Voilà, on va la trouver à d'autres époques, par exemple chez les primitifs, dans la peinture médiévale. Donc la peinture médiévale, la peinture de pré-Renaissance, est très attachée à une sorte de statisme, à on sent que chaque chose est à sa place, chaque forme justement coïncide avec son dessin, chaque couleur est donnée comme ça dans une stabilité. Il y a cette idée, voilà, pour moi, qui serait encore dans cette idée de terre, d'élémentaire. Vous allez voir, vous allez me suivre petit à petit quand on va comparer avec d'autres choses. Mais parce que, évidemment que si on pense à la Terre comme quelque chose de statique, dans cette peinture, il y a quelque chose d'assez statique. Mais en regardant de près, on va aussi avoir des vibrations, on pourrait aussi avoir des ondulations dans le vêtement, mais qui sont mesurées. Et on verra que chez d'autres peintres, les ondulations, la courbure de la touche vont être beaucoup plus fortes. Donc ce statisme de la couleur, ou ce dessin, la structure prédominante, on peut la retrouver comme ça dans la peinture moderne. Donc ça, c'est un ami de Paul Klee. C'est pas Auguste Macke, c'est un autre, je pense. Ce fameux voyage en Tunisie en 1914, pour vous resituer, qui avait donné lieu à des aquarelles de Paul Klee, notamment. Mais on sent, voilà, donc là c'est de l'aquarelle, on a beau être à l'aquarelle, donc avec une matière qui est transparente, on sent qu'il y a quand même un intérêt de la structure, un intérêt de différencier des plages de couleurs. Alors peut-être qu'elles sont un peu moins figées que ce qu'on a vu avant, hein, mais on est encore dans cette idée de forme fermée. Excusez-moi, je me mélange avec mes raccourcis de clavier là. Voilà Paul Klee notamment. Donc cette tradition de cette peinture qui pourrait rappeler un tapis, qui est où la géométrie est importante, où le tracé est important, vous voyez que ça peut évoquer la peinture médiévale ou la peinture des primitifs. Botticelli. Donc là aussi, le tracé est très important. Chaque forme est à sa place. Chaque contour enferme une forme. Les choses sont sont quand même assez statiques. On sent que ça communique une impression assez tranquille. Voilà, à la fois, il faut prendre le temps de ressentir les images, parce que et en même temps, plus vous aurez de comparaisons, donc on fera des allers-retours, et puis vous aurez peut-être des questions à poser, on pourra revoir des choses. Félix Vallotton, donc peinture on bascule dans le temps là, mais là aussi on voit, ça pourrait faire penser aussi à Maurice Denis ou à Gauguin, on voit qu'il y a toute une tradition d'une forme qui est assez délimitée, où les couleurs sont remplies de façon assez plate. Il y a volontairement quelque chose d'assez plat. Hein. Platitude, un modelé ou un volume qui est léger, voire inexistant. Hein. Ça pourrait faire penser aussi à une estampe japonaise ou à une tradition comme ça d'une peinture assez plate. Peinture abstraite, voilà, Geert Van Velde,
là aussi attaché à une certaine structure et à une certaine platitude de la surface. Donc, vous voyez, ce sont des réflexions qui traversent les différents styles. Là, on réfléchit sur une forme qui serait fermée, c'est-à-dire qui n'aurait pas de porosité, qui serait vraiment enfermée par un tracé, et donc la couleur exprime cette forme, que ce soit dans la peinture médiévale ou dans de la peinture très, très actuelle. Même chose chez Gauguin. Donc ça communique une certaine tranquillité, on sent qu'on peut goûter chaque surface, chaque forme, avec sa couleur. Il n'y a pas une sensation d'instabilité qui est trop présente. Voilà, l'atelier de Matisse. Vous voyez, chaque forme est entourée, chaque forme est saisie dans ce qu'elle est. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'évanescence, ou il n'y a pas de... Là encore, ça pourrait rappeler cet état d'esprit de la peinture médiévale qu'on trouve au Quattrocento, hein, dans beaucoup de fresques. Là, j'ai essayé de faire une sélection assez rapide, mais... Voilà. Alors l'atelier de Matisse, donc en plus on est dans les ateliers en ce moment, tout ça. L'atelier de Matisse, alors cette peinture justement, il faut se souvenir, après Matisse, il a été même jusqu'à faire des papiers gouachés découpés, vous savez. Et il parlait, à l'époque, il parlait de tailler dans la couleur comme un sculpteur. Donc lui-même, il est dans cette pratique du papier découpé ou de la forme plate, de cette forme comme ça fermée et qui est stable. Euh, il en a été jusqu'à fabriquer des feuilles de papier gouachées à l'avance et de tailler dedans au ciseau. Et il disait que c'était comme de la taille directe dans la couleur. Donc vous voyez, déjà, se dire je vais tailler direct dans la couleur, comme si je taillais dans de la pierre, ça communique des rêveries et des ressentis qui ne sont pas du tout les mêmes que si je me dis que je vais jeter de la peinture sur la toile et la barbouiller dans tous les sens, et la faire couler, et la répandre. Vous voyez où je veux en venir. Donc il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, ce sont des différents... voilà, donc pour moi, ça, si je pense à un élément, ça me ramène plutôt à la Terre. Cette peinture de Nicolas de Staël aussi. Hein, c'est une autre démarche, mais on sent que la forme est complètement serrée, elle est plate, on s'exprime... donc ça communique si on pense à la matière, ça communique quelque chose de refermé. Voilà. Il n'y a pas de communication. Il y a des choses. Alors évidemment, il y a d'autres réflexions sur la composition, sur le mouvement, mais donc cette peinture de Nicolas de Staël, on peut très bien la rapprocher d'une peinture médiévale en ce sens qu'il y a une recherche de plages simples de couleurs. Voilà. Alors, je vais continuer sur la Terre en vous parlant d'autres aspects de cet élémentaire qui seraient donc toujours liés à la structure et liés à la... Alors, on pourrait penser au minéral, on pourrait penser au cristal, à la cristallisation. On va réfléchir sur une forme qui pourrait être, voilà, une structure qui pourrait devenir cristalline, en opposition à une structure organique, on va le voir après, avec l'eau notamment.
Voilà, et je vais vous parler aussi de l'agrégat. Voilà, c'est-à-dire que la touche du peintre, si elle s'exprime de façon solide, voilà, là on sent que Cézanne, il pense à la géométrie quand il fait ça. Ça a beau être du plein air, hein, c'est un impressionniste, il est face à son motif en plein air devant la montagne Sainte-Victoire. Donc il y a cette dimension de l'air, et donc il y a une réflexion sur l'air aussi, et on pourrait en parler. Et il y a déjà quelque chose qui est lié à l'air ici, qui est présent, et on en reparlera tout à l'heure. Mais si on réfléchit à la Terre, il y a cette idée de solidité de la touche, il y a cette idée de construction géométrique, il y a cette idée de cristallisation. Hein. On pourrait penser à un minéral qui serait en train, comme du quartz, qui serait en train de cristalliser. Donc la sensibilité du peintre ici s'exprime par une touche qui a une certaine solidité. On sent que la géométrie, la structure est quelque chose qui est important pour lui. Et que ça l'amène dans son ressenti du paysage. D'ailleurs, il en parlait, hein, il disait qu'au départ, il fallait que son tableau, il pensait aux assises géologiques du paysage. C'est-à-dire que si vous lisez des textes de Cézanne, là je ne les ai pas amenés, mais des textes très beaux où il parle de sa façon de faire, il a l'impression qu'il a besoin d'être complètement imprégné presque de la géologie du site pour ensuite la dépasser et aller dans le côté aérien. Donc la géométrie est quelque chose d'important pour lui. Voilà, donc si on pense toujours à une structure, voilà, ça c'est Vieira da Silva, peintre des années 50. Il y a une parenté avec Cézanne, hein, bien sûr, mais donc c'est censé être abstrait, on ne sait pas trop, mais il y a une vibration et il y a une structure, il y a une ligne, voilà la ligne. Alors cette structure, peut-être qu'à un moment donné, elle peut s'ouvrir, elle peut devenir aérée, donc effectivement, et on aurait une relation sur l'élément R dans ce sens. La structure peut ne pas être complètement refermée, elle pourrait s'ouvrir à un moment donné. Attendez, ça c'est autre chose. Voilà encore Vieira da Silva. Donc voilà, vous voyez, si je réfléchis à... Il y a certaines pierres qui sont comme ça. Hein, si vous allez au musée de minéralogie, vous allez voir des cristallisations dans la roche ou dans certaines pierres. Donc, de rêver sur les pierres, d'avoir une rêverie ou des émotions en regardant les minéraux, c'est lié aussi à la peinture. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que... Et c'est pour ça que je vous dis, c'est comme... on revient à des ressentis primitifs. Hein. Évidemment, on pense à la lumière, au soleil, par exemple, ou à la terre, ou à l'eau, ou à la pierre. Réfléchir ou ressentir les pierres, eh ben, ça peut avoir ça peut concerner la peinture. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici de représenter des pierres, il s'agit que le langage du peintre, que la touche du peintre puisse être imprégnée de certains ressentis qu'il aurait pu avoir dans la nature, en regardant des pierres ou en regardant des cristallisations ou en étant sensible à la géométrie. Voilà, la géométrie, toute peinture qui utilise la géométrie, elle est quand même concernée par une certaine structure qui confère une certaine solidité. Encore Cézanne. Alors ce qui est intéressant ici, encore une autre montagne Sainte-Victoire, donc là on arrive à non seulement il y a quelque chose de très structuré par la touche, mais il y a quelque chose de dense. On sent que l'impression que la peinture devient de plus en plus dense. Quoi. Alors si je zoome un peu dedans, vous allez voir, c'est très beau. Voilà, si on s'immerge dans la peinture, on voit déjà que le peintre est complètement pris par cette sensation de structure, de touche qui est censée donner une assise géologique au tableau. Et en même temps, il y a une vibration colorée, bien sûr. Les tons sont tellement les uns sur les autres, il y a tellement de reprises qu'on arrive à une forme de densification. Et là aussi, quand je pense à la Terre, et on va en parler ensuite avec Monet,
la matière picturale peut devenir quelque chose de dense, c'est-à-dire quelque chose euh, qui piège la lumière presque, hein, ça c'est autre chose. Voilà. On va parler justement de cette, à travers les cathédrales de Monet. Alors peut-être pas la cathédrale tout de suite, je vais voilà. On va parler de Monet et après des cathédrales, mais donc la peinture de Monet. Donc là, on a une vue de Belle-Île. Une vue de Belle-Île, on a l'impression, voilà, c'est l'eau, c'est l'air. Voilà. Et curieusement, le peintre, on sait que Monet, il asséchait ses couleurs sur du papier buvard. Donc il recherchait une peinture très sèche, très mate, aucune glisse. Donc il ne cherchait pas la glisse de la peinture, il cherchait presque à mettre des points les uns sur les autres, presque comme une matière un peu terreuse, comme des sédiments, vous voyez, qui viendraient se poser les uns sur les autres en couches, en strates, comme si depuis des millénaires on avait eu des sédiments qui se seraient comme ça agglomérés. Et ça communique du coup une grande densité qui m'évoque aussi cette sensation de terre. Alors, dans la cathédrale de Rouen, justement, du même Monet, si vous avez eu l'occasion de la voir en vrai au musée d'Orsay, ou si vous l'avez oublié, je vous conseille d'y retourner, c'est un choc, parce que quand on regarde ce tableau, on voit que là, Monet a été dans cette démarche de densification, de couleurs presque sédimentaires. Il est venu mettre des couches, des points les uns sur les autres. On a l'impression que ça évoque presque la pierre. C'est-à-dire que bien sûr que c'est un impressionniste et qu'il s'agit des lumières qui vont changer avec les différents moments de la journée sur le motif. Mais si on regarde de près, on a une matière qui pourrait presque aller vers la croûte, hein, qui semble extrêmement dense. Vous voyez, donc ça parle de la lumière et en fait c'est de la pierre. Alors c'est d'autant plus beau qu'il s'agit de la cathédrale. Donc on peut se dire, est-ce qu'il y a comme ça une sensibilité par rapport à un monument, une sorte d'analogie où il aimerait cette pierre, cette ciselée comme ça de la cathédrale gothique, il lui amène un ressenti dans la peinture elle-même. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de son langage. Si vous regardez les nymphéas, c'est pareil, hein, vous allez regarder les nymphéas à l'orangerie de près, vous regardez ça à 20 cm, c'est comme ça. Donc ça a l'air comme ça d'être de l'eau, des choses très belles, des reflets dans l'eau, etc. Mais la matière picturale est extrêmement présente, extrêmement brute, et ça nous fait réfléchir. Donc le peintre, dans ses ressentis, pour peindre ça, forcément, poser des couleurs, des touches les unes sur les autres et faire la démarche de la rendre de plus en plus sèche, plus en plus mate, de plus en plus absorbée par son support, pour aller vers presque une matière croûteuse, c'est une démarche qui n'est pas liée au hasard, qui est liée à un ressenti du peintre. Hein, donc voilà, ça c'est pour moi tout ça, ça nous évoque la terre dans ce côté refermé, dans ce côté densité, dans ce côté structurel. La terre c'est aussi le support, hein, c'est la matière picturale elle-même, c'est le côté concret. Voilà, on pourrait alors, évidemment, donc c'est aussi le support. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il sera question du support matériel, si vous pensez en tant que peintre au support matériel, vous peignez sur quoi? Du papier, de la toile, du bois. La rêverie sur le support est essentielle. Tous les peintres se sont intéressés à leur support. Le support, la matière picturale elle-même, donc là je vais vous parler de la matière picturale elle-même, mais la matière picturale elle-même évoque quelque chose de fondamental. La terre c'est comme le fond, c'est un fondement, c'est la chose la plus simple au départ, c'est le support, c'est la matière elle-même. Donc ça c'est Fautrier, un peintre des années 50, où il y a, on dirait presque qu'il y a du plâtre. Effectivement,
chez Nicolas de Staël aussi. Donc, les années 50 à Paris notamment, c'est une période qui a été marquée par rapport à l'abstraction, par un goût pour le support, pour un goût pour la matière picturale assez prononcé. Donc ils ont tous essayé à leur façon de, de, de travailler une matière comme ça très forte. Et on sent que voilà, il y a un intérêt. Donc le peintre, bien sûr, là c'est abstrait, ça pourrait aussi être figuratif, hein, parce que je vais vous montrer des choses de Rembrandt où c'est purement figuratif, mais il y a déjà aussi ce sentiment. Quelles sont les ressources de la peinture à l'huile en tant que matière, en tant voilà, qu'élément matériel qui a une matière euh, qui peut avoir des reliefs. Ça, c'est qui? Fautrier. Il est très représenté au musée d'art moderne de la ville de Paris. On ne le connaît pas trop en fait, enfin, mais alors il y a toute une période, bah, on connaît plus peut-être Dubuffet, qui a fait aussi des choses un peu d'art brut comme ça. Mais alors ça, par exemple, voilà, ça c'est un détail de Rembrandt. Donc le goût pour la matière picturale, il existe bien avant le XXe siècle. Voilà, voilà sans doute un élément dans un vêtement ou je sais pas, ça pourrait être une armure ou quelque chose comme ça. Si vous regardez de près cette peinture, voilà, le peintre considère sa matière picturale comme à quelque chose à part entière, qui n'obéit pas qui est au-delà de ce qui est figuré. Hein. C'est pas parce qu'on figure un visage ou une broderie ou des cheveux qu'il faut coller à l'objet. Y a pas, voilà, si vous figurez de l'eau, vous n'allez pas peindre quelque chose de très liquide, très, très doux, ou si vous faites de la peau, vous n'allez pas faire forcément quelque chose de doux. Euh, le peintre utilise justement, il est imprégné d'un imaginaire. C'est d'avoir un imaginaire sur la matière, ça provoque des choses dans l'expression du tableau. Alors évidemment, on pense à la matière des peintres abstraits ou qui se sont. Donc on peut vraiment. Ça c'est Nicolas de Staël, Riopel. Des démarches par rapport à la matière picturale, il y en a plein. Il y en a plein, mais voilà, c'est pas forcément, ça n'arrive pas forcément qu'au XXe siècle. Donc ça, là, on est au XVIIe siècle. Hein. Donc on est bien avant l'impressionnisme, notamment. Voilà, Turner. Turner, voilà, on n'a pas attendu Nicolas de Staël pour étaler de la peinture au couteau. Turner faisait déjà. Alors, ce qui est intéressant chez Turner, justement, qui a fait beaucoup d'aquarelles, qui est donc un peintre de l'air, de l'atmosphère. Il a réussi à transcrire cette légèreté de l'air et finalement ce côté atmosphérique avec, dans ses huiles, en tout cas, dans ses huiles, beaucoup, beaucoup de matière. Donc, comme ça, quand on regarde des photos, on a l'impression que ça pourrait très bien être en harmonie avec ses aquarelles. Et quand on regarde de près, les peintures sont extrêmement matiérées. Il y a une matière très présente. Voilà, on peut arriver jusqu'à une matière comme ça chez certains peintres des années 50. Là, c'est Talcoat. Ça pourrait rappeler de l'art mural ou de la matière céramique. Mais vous voyez, donc la peinture à l'huile, ça peut aller jusqu'à la matière céramique, ou jusqu'à la sculpture, ou jusqu'à l'intérêt pour la matière elle-même.
peut nous amener dans des extrêmes voilà, c'est radical, mais ça fait partie du langage pictural. Ça pourrait rappeler effectivement des parois. Euh, voilà, donc ça va. Donc, tout ça est très riche, la Terre c'est quelque chose de très riche, on pourrait y passer beaucoup de temps. Déjà, je vous assure que j'essaie de couper, donc je vais passer à l'eau maintenant, mais et ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de l'un à l'autre. Hein. C'est pas aussi figé. Au départ, on commence par regarder un peu les choses comme ça, un peu en catégorie pour un peu se sensibiliser, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est les passages. Alors, je ne vais pas commencer par ça. Alors, je vais vous parler de l'eau maintenant. Alors l'eau, déjà l'eau, si on réfléchit à l'eau, vous pouvez réfléchir avec moi, hein, si on pense à l'élément eau, qu'est-ce que ça nous évoque? Alors il y a l'eau vive et l'eau dormante. Ça c'est Bachelard qui disait ça. L'eau c'est la mer, c'est le fleuve, c'est le lac. C'est pas la même chose dans le ressenti. Si on pense à un lac, à une mer, à quelque chose d'étendu comme ça, d'être très, très stable, et à un torrent. Hein. La mer, le fleuve, le lac, la source, mais c'est aussi le sang, c'est aussi la sève. Donc c'est la dynamique des fluides. C'est quelque chose qui est profondément organique. Quand on pense à l'eau, on pense à la vie, on pense au flux de la vie, on pense au corps humain, à l'énergie vitale. Donc il y a quelque chose de profondément organique. Donc là, on change complètement de ressenti par rapport à la Terre. Là, on bascule vraiment dans le côté organique. On pense à la transparence, à la profondeur, au reflet. Et on a quelque chose de profondément dynamique, contrairement à la Terre qui était profondément statique. Donc voilà, si on pense maintenant à la peinture comme quelque chose de dynamique, on est concerné par l'eau. Donc cette eau, elle va s'exprimer dans la peinture sous forme de circulation, sous forme de jaillissement, sous forme de dissolution, de diffusion, de ruissellement, de bouillonnement, d'ondulation, de vagues et de courants. Donc Corot, dans cette petite esquisse, donc ça c'est sans doute une peinture qu'a réalisé Corot sur le motif, donc à Venise, très rapidement. Mais tout Corot qu'il est, on pense à Corot comme quelque chose, comme un artiste très calme, très classique. Effectivement, Corot, il dessine très bien. Il y a quelque chose de statique dans la peinture de Corot. Les choses sont tranquilles. Mais il y a aussi cet élément dynamique qu'on peut déceler. Si vous regardez comment est brossé, alors évidemment, il y a aussi l'urgence de peindre, mais là, par exemple, le premier plan, c'est un quai, hein, c'est de la pierre. Et il brosse ça, vous voyez, comme une espèce d'énergie, comme un fleuve de couleurs. Donc, vous me direz, il n'a pas eu le temps de finir. Mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est aussi le goût d'imprimer dans la peinture un mouvement, même si justement, et donc c'est déjà l'idée d'imprimer dans quelque chose qui serait stable, parce que sa composition est stable, hein. On a des colonnes, on a des verticales, on a un paysage avec des horizontales, des verticales, chaque chose est à sa place, on a une figuration qui arrive, mais il y a un mouvement qui est imprimé dans la peinture, qui est sous-jacent, et on peut aimer ce mouvement. C'est peut-être aussi ce qui fait que Corot n'est pas juste un peintre très sage et qu'il a peut-être aussi ce caractère génial. Excusez-moi, c'est pas rangé comme je voudrais et je peux pas faire mieux.
Bon, voilà, c'était un autre Corot, il était à côté. Voilà, donc ça, alors peut-être ce tableau est inachevé, mais là aussi, on voit, pourtant dans son premier plan, on voit que Corot, on peut penser à Corot comme un peintre très tranquille, et il a ce goût pour brosser la couleur avec un, vous voyez, même si c'est un premier plan qui est peut-être une montagne ou des arbres, euh, cette façon d'installer la couleur en dit long sur sa sensibilité. Hein. Il y a beaucoup de peintres comme ça, même anciens, si on regarde des ébauches ou si on regarde des tableaux inachevés, où on peut déceler déjà en puissance l'abstraction presque. Donc, donc c'est pour ça que le langage pictural, avant même de représenter quelque chose, il y a une sorte de langage commun, quelles que soient les époques, voilà. Finalement, brosser la couleur comme le fait Corot, peut-être que Tintoret ou Rembrandt pourrait le faire et qu'aujourd'hui on le ferait de la même façon. Dans cette peinture de Van Gogh, on voit bien que la touche, il imprime à sa touche une torsion extrêmement violente qui fait penser à des ondulations. On pourrait avoir l'impression ça donne la sensation d'un bouillonnement de fluide, d'une énergie débordante, liquide, qui est là et qui s'imprime dans tout le tableau. Que ce soit le nuage ou l'arbre, on voit que Van Gogh imprime au tableau une violente torsion. Donc ça, c'est aussi voilà, des rêveries qu'on peut avoir en pensant à l'eau, à une eau violente, une eau dynamique, très dynamique. On a la même chose dans ce dessin de Monet. Donc ça, c'est intéressant. On connaît la peinture de Monet. Voilà comment il dessinait, comment il faisait un petit croquis. Hein, donc ça en dit long sur sa ligne, sur son état d'esprit, voilà, quand il improvise, avant même de dessiner la mer, des rochers ou quoi que ce soit. Il laisse courir son crayon comme ça, dans une ondulation, dans une reprise comme ça, dans un espèce de tourbillon. On n'est pas du tout dans quelque chose de stable et de bien rangé, comme dans la peinture médiévale, par exemple. Donc, cette matière liquide, cette matière transparente, bouillonnante, fluide, on la retrouve effectivement, bien sûr, dans l'abstraction. Des tableaux comme ça c'est Olivier Debré, dans les années 50. On voit qu'il y a un intérêt au fluide lui-même, c'est-à-dire que la peinture, elle va exprimer le mouvement interne de la matière, la force physique du fluide lui-même. Le mouvement qui est imprimé dans la matière, ce côté dynamique, nous communique une énergie de vie, nous communique quelque chose. Ça, c'est une peinture pas très connue de Hopper, Edward Hopper. Donc on connaît Hopper, bien sûr, toutes ses compositions avec ses villes, ses personnages comme ça dans la lumière, dans la solitude. Donc Hopper, il a été jeune et il a peint sur le motif, notamment à Paris comme ça, à l'huile, dans une urgence, une forme d'urgence. Et c'est intéressant. Alors après, justement, il a changé d'état d'esprit, mais à l'époque, il peignait comme ça c'est peut-être dans les années 30. Il y a quelque chose d'assez expressionniste. La touche, donc on voit des informations visuelles qui disparaissent au profit comme ça d'une circulation, d'un bouillonnement dans la couleur. Donc on a l'impression que le motif est emporté par une forme de fluide, que la peinture a ce caractère de fluidité et de dynamique. Dans cette aquarelle de Turner aussi, on voit que la façon de brosser sa couleur, donc là c'est de l'aquarelle, mais il y a une grande énergie de fluidité, de dynamique, on dirait un torrent de couleurs. Aussi. C'est Turner, bien sûr.
Il y a énormément d'aquarelles de Turner qui ressemblent à ça, à des bandes de couleurs. Il a fait des essais de bandes de couleurs, il s'intéressait à la confrontation. Alors là, il y a aussi une confrontation entre la terre et le ciel. Il y a l'horizon qui matérialise un paysage de façon dépouillée, mais en tout cas, Turner, alors voilà un peintre qui était fasciné par les éléments. Hein, vous savez qu'il attendait toute sa vie qu'il y ait un événement comme l'incendie de Londres. Il a couru pour aller peindre l'incendie. Parce que l'incendie correspond pour lui à ce qu'il a envie de peindre. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans sa peinture, on va le voir avec le feu, sa peinture n'est que fusion. Donc, on peut être passionné par les éléments naturels, avec aussi leur violence. Parce que la lumière, c'est aussi un phénomène qui peut être violent, hein, comme un feu, justement. Alors voilà une peinture de Morandi, donc qui figure des natures mortes, donc des objets qui semblent solides, et malgré tout, dans cette peinture, on voit qu'il y a une circulation qui commence à s'installer. La touche, vous voyez, si je zoome dedans, que ce soit les contours des objets ne sont pas du tout stables, ne sont pas du tout solides, ne sont pas fermés comme ce qu'on voyait chez Matisse par exemple. On sent que là, la peinture dans le frais, elle glisse, elle fusionne, il y a toute une gestuelle liquide, ou en tout cas semi-fluide, qui communique un aspect dynamique à la matière. C'est comme si il peint des éléments solides, des éléments qui ont l'air comme ça géométriques ou stricts, et il leur insuffle une forme justement de liquidité, comme si les choses étaient toujours un peu au niveau de ses contours, comme si les choses allaient se dissoudre un peu, se disloquer, hein, comme si c'était emporté par... Voilà, il y a un caractère liquide. Même chose ici. Alors, ce bouillonnement de la couleur, ou peut être assez léger. Il y a des nuances. Hein. La couleur peut être violemment bouillonnante, mais elle peut aussi être très légèrement. Il peut y avoir, on n'est pas chez Van Gogh ici, mais il y a une. Si vous regardez cette ligne là, elle est. Je peux pas aller plus loin, mais on a une vibration, quelque chose qui pourrait être un peu comme comme une petite vague sur l'eau. Le plan ici n'est pas. On aurait pu très bien peindre ce plan de couleur, le remplir de façon très plate, hein, ou le remplir avec une matière importante et plate. Il est rempli avec un coup de pinceau qui revient sur lui-même et qui déborde et qui tournoie un peu. Ça, c'est encore Hopper. Donc Hopper qui peint des rochers, donc on a vu Paris tout à l'heure, mais qui peint des rochers avec une grande franchise et un coup de pinceau comme ça, très fluide, qui se répand et qui communique une forme de violence, une énergie très fluide. Ah, ce tableau est très intéressant. Donc ça, c'est Joachim Sorolla. Voilà, donc on a un tableau où on reconnaît des choses, mais si vous regardez c'est présent un peu partout, mais alors dans le premier plan, c'est regardez le bouillonnement de la couleur, quoi. On a une couleur très agitée. Pourquoi le peintre fait ça? Voilà. Alors, c'est présent chez Sorolla souvent. Hein. Donc, on a une tradition de cette peinture aussi chez Manet, par exemple. Manet, vous allez voir que la couleur, contrairement à d'autres impressionnistes, justement, ce n'est pas des petits points. Elle tournoie, elle bouge, il y a un bouillonnement. Donc, ça fait penser à l'eau, ça fait penser à un élément comme ça. Là aussi, chez Morandi, ça a l'air d'être comme ça, tout tranquille, mais si on regarde le fond, la peinture la surface est remplie avec une matière qui bouillonne.
c'est un lavis de Rembrandt. Donc là aussi, 1650. Hein. On voit bien que même s'il aboutit à des formes reconnaissables, ce qui l'intéresse, c'est quand même d'être dans un mouvement. Toujours Rembrandt. Donc, on voit que sa sensibilité s'exprime par une ligne qui semble être une sorte de gribouillis, voilà, où la courbe est présente. Et la ligne n'est pas refermée. Vous voyez, si je regardais des dessins, on regarderait des dessins de Matisse ou de Léonard de Vinci, par exemple, ou de Botticelli, on aurait une qualité beaucoup plus stable du tracé. Là, on a un tracé très agité qui communique une forme d'expressionnisme, hein, déjà. Hein. Si je regarde ça comme ça, hein. Donc avant même que ça représente des choses, il y a un langage pictural et il y a un imaginaire pictural qui parcourt l'histoire de l'art. Il y a des tendances, il y a ceux qui sont partisans de la stabilité, ceux qui sont déjà dans des choses comme ça, dans le mouvement. Corserola. Donc là, vous voyez, la couleur se déverse comme un torrent. On aurait ça un peu chez Velázquez aussi. Bon, ça c'est Monet, on comprend Jackson Pollock, Degas. Donc même si les mains se façonnent, on peut déceler en arrière-plan, dans les fonds, on peut déceler des gestes dynamiques. C'est toujours intéressant de voir des œuvres inachevées pour ça. L'ondulation, la torsion de la touche de Van Gogh est impressionnante. Ça c'est Vuillard, petite gouache de Vuillard très belle. Donc là aussi, il y a une sorte d'instabilité dans la représentation. On sent que les choses sont un peu... on sent que l'élément liquide prédomine. Pardon. Vous voyez ? On n'est pas dans la stabilité du contour, de la forme fermée, on est dans quelque chose... La technique elle-même, la couleur se répand à comme quelque chose de vivant. Voilà, donc ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous voyez que par rapport à la Terre, l'eau, voilà, les ressources de l'eau, ce serait plutôt ça. On serait dans cette dimension de liquidité, de fluctuation, de mouvement, de torsion. Et ça peut aller jusqu'à des choses très fortes. Hein. Alors, on va parler du feu maintenant. Alors, le feu, c'est fondamentalement le rayonnement, l'incandescence. Le rayonnement, l'incandescence, la fusion. Ça a été longtemps l'élément premier. Hein. C'est soit proche du divin, soit destructeur, le feu de l'enfer. Hein. Donc, c'est un élément fort. La lumière, l'éclat, l'éruption, l'explosion, le débordement, l'aura. C'est l'électricité. On verra que et puis il y a des ponts comme ça entre l'électricité, le courant électrique. Est-ce que ça reprend des éléments du côté liquide ou est-ce que c'est du côté du feu? Alors tout ce qui évoque la lumière, bien sûr,
tout ce qui évoque la lumière, l'incandescence, le rayonnement du soleil. Dans notre imaginaire, il correspond à... il est très présent. Ce rayonnement, mais là, même si c'est un ciel ou un contre-jour qui est représenté, cette qualité de rayonnement de la peinture, elle peut s'exprimer au-delà de ce sujet. Voilà, si je prends par exemple cette peinture de Rothko, de ses débuts, on sent bien que la forme ici a un certain rayonnement. Il y a une diffusion, une sortie comme ça de la couleur qui a l'air de briller, de rayonner, comme une lumière comme ça qui sortirait du tableau. Donc le peintre est sensible justement à cette idée d'émanation, de rayonnement de la couleur. Vous voyez la différence entre la forme fermée du début, très cantonnée, et une forme ici qui se répand, qui s'ouvre, qui respire, qui va vers l'extérieur, qui est dans cette émanation, dans ce rayonnement comme ça. Donc après, il y a des équilibres à tenir, c'est-à-dire on peut être intéressé à la structure, avoir envie quand même d'avoir une certaine géométrie ou d'avoir des formes qui sont reconnaissables, mais en même temps, ces formes sont dans un mouvement comme ça de rayonnement. Elles émettent quelque chose, elles émettent une lumière. Ce rayonnement, on peut le trouver aussi dans la peinture très classique. Si je regarde par exemple ce portrait de Titien, on peut se demander si la lumière qui vient sur son visage est une lumière naturelle, c'est-à-dire un éclairage avec une source de lumière qui serait à gauche, qui projetterait une ombre à droite. Voilà, on peut réfléchir de façon logique comme ça, mais on peut se dire aussi que le personnage émet de la lumière, que le personnage que le peintre peint son personnage comme si une lumière émanait de lui, comme si sa peau, sa chair allait diffuser comme ça un rayonnement vers l'extérieur. Donc le ciel, bien sûr, l'éclat du ciel, ça c'est Turner. Le feu, c'est assez facile à comprendre, je pense. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à la lumière, à la diffusion de la couleur, enfin de la lumière comme un rayonnement comme ça, c'est lié au feu. Vous voyez, toutes ces formes sont instables. Elles sont mais elles ne sont pas liquides. Elles ne sont pas liquides au sens où elles ne sont pas dans ce tournoiement ce n'est pas un torrent de couleurs, ce n'est pas un bouillonnement, c'est quelque chose qui émet un rayonnement, comme... Alors le rayonnement, il peut être sombre. Ça, c'est Zoran Muzic, un peintre du XXe siècle qui est mort en 2000, je crois, 2001. C'est Venise. Voilà, dans une sorte de silhouette comme ça, lumineuse, inversée, enfin, une présence lumineuse comme ça qui sortirait du paysage. Hammershøi. Vous voyez, le peintre, quand il peint ça, on sent qu'il est sensible à une sorte de présence un peu silencieuse. Le contre-jour ici, le contre-jour du personnage, semble diffuser un rayonnement qui vient vers nous. Voilà, Georges Seurat, un dessin de Seurat.
Alors, évidemment, le feu, c'est aussi la couleur, hein. Ça paraît naturel. Je pense que la couleur, fondamentalement, est un feu pour le peintre. Si on pense à la vibration des couleurs, à la force colorée, il y a quelque chose de l'ordre de l'incandescence, quoi. Alors après, voilà, on peut dans des œuvres comme ça, on pourrait se demander si c'est, voilà, est-ce que c'est la couleur comme un feu, est-ce que c'est déjà une, du fait du brossage de la couleur un rythme ou quelque chose qui deviendrait structurel, ou est-ce que ça se liquéfie, vous voyez, ce sont des passages très subtils. Tout ça n'est pas figé. L'idée, c'est d'ouvrir des pistes, c'est pas de catégoriser les choses de façon stupide. Mais par rapport à Cézanne tout à l'heure, on peut quand même noter que là, la couleur déborde, quoi. La couleur a un rayonnement, a une puissance émotionnelle qui lui est propre, qui n'est pas contenue, elle n'est pas contenue dans une structure. Hein, chez Cézanne, tout est retenu dans la structure. Ça, c'est Turner. Donc, dans l'imprécision comme ça de cette scène, enfin, tout en reconnaissant des choses, on sent qu'il y a, voilà, il y a une sorte comme ça de rayonnement de la couleur, de rayonnement des choses qui viennent, qui nous apparaissent comme ça, qui sont dans une sorte de flou aussi, euh, qui montent vers nous. Le feu est peut-être un mouvement qui sort du tableau comme ça ou qui viendrait vers nous. Voilà, la couleur elle-même, voilà, la couleur a une lumière interne, hein, c'est-à-dire que parce qu'on peut utiliser la couleur comme euh, la couleur peut être au service de la lumière naturelle, mais la couleur est aussi une lumière, c'est-à-dire que la couleur elle-même est un soleil, ou si vous voulez, ou est un feu interne. On peut ressentir la couleur, on peut vouloir s'exprimer en tant que peintre grâce à la couleur, en retenant son aspect comme ça qui brûle, quoi, il peut y avoir un scintillement. Et vous voyez, on n'est pas dans l'impressionnisme, on n'est pas dans le scintillement de l'impressionnisme. C'est encore autre chose. Ça, c'est Bonnard, pardon. Tout à l'heure aussi, j'ai montré Bonnard. Alors, là, dans ce tableau de Van Gogh, la touche aussi peut devenir une sorte de flamme. Vous voyez, le côté très dense, très, très fort, là, il y a une touche un peu hachée. C'est vrai que le tournoiement de la touche, le côté ondoyant de la touche peut devenir. Est-ce que ça peut être aussi le mouvement de la flamme les passages entre les choses sont sensibles. On peut passer du feu à l'eau ou de l'eau au feu. Hein, si on pense à l'acide, par exemple, l'acide c'est l'eau forte. L'acide ça brûle. Donc euh, euh, l'eau c'est pas toujours quelque chose de tranquille. Comme le feu ça peut détruire et ça peut être un rayonnement paisible. Hein, voilà, tous ces peintres expressionnistes se sont servis de la couleur. Il y a les fauves bien sûr, mais se sont servis de la couleur pour sa force expressive et de feu comme ça, flamboyante. Corbonard. Je pense que c'est assez naturel de réfléchir au feu comme quelque chose comme ça que la couleur pourrait être un feu. Non, je sais pas.
Mais si vous peignez et que vous pensez à votre couleur comme du feu, vous verrez que ce n'est pas la même chose que si vous pensez à votre couleur comme de la pierre. Et quel que soit ce que vous peignez. Si vous peignez un visage en pensant à une couleur qui rayonne et qui va sortir, qui va brûler, comme ça, qui va diffuser vers l'extérieur, ce n'est pas la même chose que si vous pensez à une concentration, à une stabilité. Voilà, alors je vais avancer un petit peu parce qu'il y aurait plein de choses à dire encore. Oui, alors un visage comme ça pourrait être aussi une forme de rayonnement, une aura comme ça, une diffusion comme ça de la couleur. Mais cette qualité de diffusion, là chez Zoran Muzic, donc en 1998, donc effectivement c'est une peinture très récente, on pouvait la trouver chez Titien tout à l'heure. Ah oui, où ça? Voilà. Si je regarde ça, donc Titien justement, si vous regardez comment, voilà, alors on peut se dire oui, il y a une lumière, tout ça est très logique, le personnage est éclairé, il y a une lumière, mais si vous regardez cet éclat comme ça lumineux ici de la peau, avec ce flou, parce qu'il y a un flou, hein, le contour ici il est flou. Et justement, du fait qu'il soit flou, finalement c'est le collier est net, est plus net que la limite ici du corps. Et en fait, du fait qu'il y ait cette limite floue et qu'il y ait ici très peu de contraste clair-obscur, vous avez une sorte de diffusion de la couleur qui prend ce caractère finalement de feu, quoi. Vous voyez, d'incandescence. Au-delà même, on ne sait pas si vraiment c'est de la peau. Il n'y a pas un désir de traiter la peau de façon naturaliste. Il y a une présence qui est donnée au personnage par ce caractère flou qui pourrait faire penser justement à de la lumière. Mais non pas une lumière qui vient sur le personnage, mais c'est le corps lui-même du personnage qui est lumineux, qui diffuse de la lumière, qui rayonne. Et ça, on trouve ça souvent chez Titien. On ne trouverait pas ça chez Ingres, par exemple. Pas du tout. Ou chez Botticelli. Alors on va ah mince. Excusez-moi, je suis perdu là. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah voilà. On va parler de l'air, quatrième élément. Alors l'air, à l'inverse de la Terre, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'air c'est l'élément le plus ouvert qui soit. Hein, il est invisible, il est incolore, c'est l'intervalle de vide, il va vers la manifestation de l'espace. Et alors, dans l'Antiquité, on parlait même de l'éther, comme un cinquième élément, qui était l'espace. Donc l'air, c'est un élément qui est ouvert fondamentalement, à l'inverse de la Terre qui était refermée. Donc tout ce qui va être dans l'idée d'ouverture, de diffusion, d'évaporation, de flottement notamment, de vibration, de flottement, de flou, c'est concerné par l'air. Il y a une liberté physique dans l'air de traverser les objets. Ça tend vers l'immatériel. L'air, c'est aussi le souffle, la respiration. Et c'est l'air qui transporte les reflets. Les ombres aussi, les ombres sont des réalités flottantes, qui sont des projections dans l'air. Donc, cette peinture-là de Giorgione, par exemple, Titien ou Giorgione, je ne sais plus. Si vous regardez comment sont traitées les ombres, il y a une forme de flottement, il y a une forme de flottement, de flou,
la limite n'est pas du tout arrêtée, hein, ou dans les cheveux ici, la limite est très floue. Ça nous communique un flottement, donc une qualité aérienne. Donc on peut très bien se préoccuper d'une qualité aérienne dans une joue. C'est pas parce qu'on peint simplement le ciel qu'on se préoccupe de l'air. On peut très bien se préoccuper de l'air en regardant un visage. Donc si on se préoccupe de l'air ou si on est sensible à l'air, c'est qu'on est sensible à la disparition d'un contour. Par exemple là, vous voyez, là, il y a une transition ici qui est très fondue. On ne voit plus la limite de la mâchoire, où le flou ici est très, très intense. Ça nous fait ressentir une qualité aérienne. Alors, l'air, c'est aussi évidemment l'espace non peint, le vide. Dans cette aquarelle de Cézanne, il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup d'espaces non peints. Donc, l'air, c'est aussi le côté ajouré. Si on s'intéresse au vide, on est concerné par l'air, le côté aéré. Si on cherche à aérer un tableau, à aérer la couleur, on va mettre des vides. On va pas tout remplir, on va créer. Donc c'est aussi évidemment lié à cet élément. Hein, Vieira da Silva qu'on a vu tout à l'heure, même si c'est très structuré, on sent que la structure à un moment donné s'aère, que ce blanc comme ça, le blanc sillonne entre ces lignes, qu'il y a une sorte de porosité comme ça, une sorte d'aération de la structure. Vermeer, dans ce flou qui est manifesté, alors déjà il y a l'air, déjà le sujet, le personnage, il est vu à une certaine distance, donc ça veut dire que le peintre s'intéresse à la profondeur de la pièce. Il s'intéresse, c'est un personnage qui est vu à travers déjà un espace, à travers une pièce. Il est au fond de la pièce, donc voilà, l'air, c'est aussi c'est l'air qui est entre nous, hein, c'est l'intervalle de vide entre nous. Si je peins Sylvain comme ça qui est au fond de la pièce, bah, peut-être que voilà, c'est pas la même émotion, c'est pas la même réflexion que si je me mets à peindre Agnès qui est juste devant moi. Donc Vermeer réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup de tableaux de Vermeer où on va avoir un personnage ou une scène qui se passe au fond de la pièce. Mais le flou des ombres aussi, le flottement des ombres, la façon dont la lumière est distribuée sur une partie du tableau et comment elle est rejetée dans l'ombre à d'autres endroits, l'alternance d'ombre et de lumière, ce clair-obscur, il peut être vécu justement comme un flottement. À partir du moment où il y a flottement, on est dans cette qualité aérienne. Comment l'ombre se pose ici, l'ombre de la pièce, là, il y a réellement un flottement. On peut même sentir le volume d'ombre dans l'air. Ça, c'est la magie de la peinture de la Renaissance aussi. Voilà. Donc ça, c'est Raphaël, ou c'est un élève de Raphaël. Très beau tableau qui est au Louvre. Donc, voilà, si vous regardez, alors les traits ont l'air figés, hein, c'est quand même le tracé est assez strict. Mais si on regarde de près, parce que c'est ça aussi, c'est dans la subtilité. Hein. Si on regarde de près, il y a des transitions, il y a des passages, il y a des diffusions, ici par exemple, qui semblent un peu immatérielles. La poitrine de la jeune femme, c'est pas une poitrine réaliste au sens d'une représentation très physique, très tangible. D'ailleurs, à l'époque, on représentait les personnages un peu comme des divinités, hein, comme des apparitions. On n'est pas dans, c'est pas une peinture réaliste au sens. D'ailleurs, le réel, faudrait se demander un peu. On pourrait se poser des questions sur ce qu'est le réel ou quelle ressemblance, en tout cas, si la peinture cherche une ressemblance, de quoi parle-t-on?
Hein. Est-ce que c'est la ressemblance physique? Est-ce que c'est la ressemblance des traits? Est-ce que c'est la ressemblance... Donc si on cherche à peindre la chair, par exemple, une personne, ça pose des questions. Est-ce que la présence d'une personne est uniquement ses traits, quoi, la ressemblance de ses traits? Donc, dans cette peinture de la Renaissance, et on pourrait, là, on a Titien, il y a toujours, dans cette peinture très figurative, magnifique, il y a toujours un mystère qui s'installe dans les ombres, dans certains passages, dans certaines disparitions, comme là, la joue disparaît dans une ombre, la coiffe ou on le devine à peine la coiffe, vous voyez. Il y a énormément de présence dans le vêtement, avec tous ces blancs qui sont très saillants, et en même temps, le cou ici disparaît, ou la chevelure ou l'oreille disparaît. Donc, on est dans des apparitions-disparitions, comme si le brouillard, comme des formes qui surgiraient du brouillard, vous voyez. Donc, on est aussi, voilà, dans la rêverie sur le brouillard, qui a concerné d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai Léonard de Vinci là. Ah non, je ne vais pas la voir. Si. Voilà. Le sfumato de Léonard de Vinci, hein, il est remarquable. Parce que justement, Léonard de Vinci, qui est un ingénieur, qui est un savant, qui a une vision de la réalité, il dissèque des cadavres, il fait des études de botanique, c'est un homme accompli. Et pourtant, il s'intéresse à, comme il dit lui-même, la perspective d'effacement. C'est-à-dire, à un moment donné, le côté aérien, où la brume fait disparaître des contours. Là, si vous regardez l'œil ou le sourcil, il y a des endroits où il y a des passages, des disparitions. L'œil n'est pas cerné partout pareil. Là, le nez, pareil. Vous voyez, vous avez des passages, vous avez des fusions. Et la qualité très subtile des passages, ici, des dégradés entre l'ombre et la lumière, c'est quasiment les dégradés qu'on pourrait trouver dans un ciel, dans les gradations atmosphériques. D'ailleurs, même le concept même de dégradé, au départ, le dégradé le plus pur, c'est le dégradé d'un ciel. Non? Alors oui, le côté aéré, voilà, là c'est Giacometti dans ce dessin, qui est acéré, hein, on sent que la ligne est très dure, très acérée, mais malgré tout, il gomme des parties, il y a des passages, il y a des interruptions, il y a une porosité, il y a une circulation, un vide qui traverse comme ça la structure. C'est encore lié à l'air, ça. La transparence là, de cette... voilà. Est-ce que la transparence, à un moment donné, peut aussi être... Effectivement, l'air est transparent. Donc si on réfléchit sur l'air, sur éventuellement... là, par exemple, dans ce tableau de Vuillard, le vase n'existe pas quasiment. Voilà, c'est magnifique. On sent la transparence du verre parce qu'il l'a peint comme étant quelque chose qui est traversé. Le vase est traversé par la nappe. Et le contour du vase est quasiment peu présent. Donc il y a un flottement et il y a comme ça une traversée possible des éléments matériels, comme dans l'air. Je pense que l'air, c'est quand même un élément qui nous amène à une liberté très grande. Donc quand on a envie de traverser les choses, quand on a envie de... C'est lié aussi à l'espace. Si on réfléchit en tant que peintre à l'espace, à la profondeur, on pense à l'air. Mais cette qualité aérienne peut se retrouver dans une joue ou dans une bouche, vous voyez. Ça, c'est Titien, voilà, ce personnage, ce jeune garçon magnifique, ce portrait magnifique. Mais si vous regardez de près, c'est peut-être ça aussi qui nous fascine dans cette peinture, hein.
si vous regardez de près, vous allez voir qu'il y a des passages, il y a des... Vous voyez, la limite de la lèvre inférieure n'existe pas. Donc si on contemple ce genre de choses, on pourrait être dans la peinture de Turner, on pourrait être en train d'admirer des formes qui surgissent du brouillard. Donc c'est une réflexion, et ça c'est pas d'ordre technique au sens strict, c'est-à-dire que c'est pas la question de savoir quelle couleur on va utiliser ou se préoccuper de l'anatomie ou de l'anatomie du visage. C'est une rêverie qui est celle du flottement, qui est celle de l'espace, qui est celle du rayonnement de la couleur. Alors, l'air et le feu sont peut-être proches. Hein. En tout cas, il me semble qu'on est dans quelque chose de plus aérien que l'eau, ou que le côté liquide, vous voyez, ou la dynamique des fluides qu'on avait tout à l'heure. Voilà, dans ce portrait de Cézanne aussi, alors vous voyez, dans un registre complètement différent. Cézanne, qui tout à l'heure était très attaché à la structure, effectivement. Mais ce portrait, en quoi ce portrait est aérien? Voilà. Donc dans un autre genre, on a un flottement de la couleur, on a des contours qui disparaissent, que ce soit l'œil ici, qui est à peine suggéré, que ce soit l'aile du nez ici qui n'existe pas, que ce soit la bouche ici. Et puis il y a aussi un flottement, voilà, le bleu du fond se retrouve dans le bleu de l'œil, dans le blanc de l'œil. Donc la réalité de reflet, alors ça les impressionnistes ont beaucoup travaillé là-dessus évidemment, mais la réalité des reflets, le reflet c'est quelque chose qui est transporté par l'air. Les reflets sont présents partout. Hein, là ici, le sol se reflète dans vos visages, tout est interdépendant, et donc ces reflets qui sont des couleurs qui traversent l'air, vont et viennent dans l'espace. C'est ce qui a tant intéressé les impressionnistes. Donc c'est évidemment quelque chose qui participe de cet imaginaire du peintre. Alors, il reste quelques minutes, donc ça va, je tiens mon temps, je suis content, 1h24. Je peux vous montrer juste quelques petites images sur la représentation de la chair, justement, qui serait un peu une synthèse de ce qu'on a vu. Et puis ensuite, je peux répondre à vos questions, si vous voulez. Alors, la représentation de la chair dans la peinture est un sujet intéressant, et en fait, c'est un sujet qui croise finalement tout ce qu'on vient de dire sur les éléments. Donc, la chair, c'est à la fois quelque chose de solide, c'est à la fois quelque chose qui peut être justement divinisé ou vaporeux, ou ça peut être une émanation vivante, ça peut être la présence même à travers la chair, on peut sentir l'âme de la personne. C'est aussi donc une matière, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est aussi des fluides, les fluides de la vie qui sont présents. Donc, et l'énergie vitale qui la traverse. Donc, c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Donc, ça, voilà la peinture de Vuillard. Donc, ça pourrait être fait à l'atelier de l'or, presque. Hein. Donc là, le personnage, le nu, vous voyez, il est camouflé, il disparaît quasiment dans le sujet. Donc, le personnage est un peu comme ça, intégré comme ça dans un espace, dans un vide. Toujours Vuillard. Alors, donc là, on sent que la matière picturale, alors on va le voir, mais le fait de mettre de la matière picturale, de mettre de la pâte pour représenter le corps, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça commence avec Rembrandt, on voit ça depuis longtemps.
on peut être tenté de se dire, voilà, pour matérialiser l'incarnation du corps, la dimension physique du corps, comment peut-on faire avec la peinture? On va mettre de la pâte, on va effectivement donner à voir une matière picturale importante pour essayer de rendre compte de cette dimension. Par exemple, ici, chez Modigliani, voilà, le fait voilà, dans le visage, on trouve une matière pictée, on voit une touche qui a été volontairement appuyée, une matière picturale un peu comme tout à l'heure, un peu sédimentaire, un peu comme chez Monet, une matière qui pourrait être terreuse presque. Voilà. Pourquoi le peintre est amené à faire ça, hein? Là, je passe parce qu'on voilà, les portraits du Fayoum aussi, alors c'est des œuvres très anciennes qui sont réalisées à la cire, souvent avec des factures, c'est de l'Antiquité ça, hein, l'Égypte copte, avec une facture souvent très épaisse, qui est liée aussi aux matériaux hein, de la cire, mais vous voyez, ça peut rappeler des peintres modernes du XXe siècle. Donc, effectivement, on n'a pas du tout la même énergie que ce que je vous montrais tout à l'heure de Titien ou l'effacement comme ça du contour. Là, tout est là. On cherche au contraire à rendre présent, à rendre matériel le corps, à le rendre dans sa dimension tangible, faite de chair et de sang, devant nous. Alors, Eugène Leroy, par exemple, a poussé très loin cette dimension charnelle de la matière qui avait commencé chez Rembrandt. Hein. Donc un nu d'Eugène Leroy, un peintre récent, enfin, qui est mort il y a quelques années, on arrive à une matière picturale presque croûteuse. Enfin, on sent que là, il y a une recherche de la matière extrêmement forte. Donc, est-ce que c'est pas une tentative de faire exister la matière du corps, la matière physique, la chair, par l'ajout toujours plus fort de matière picturale? Voilà. Donc, c'est vraiment un état d'esprit complètement différent de la peinture de la Renaissance, n'est-ce pas? Quand on regarde ce nu Giorgione, là, on se demande si c'est une vraie personne ou si c'est une déesse, quoi. Hein? Donc, et Turner qui représente des corps comme ça dans la lumière. Ça, c'est Turner aussi. Turner. Donc, étonnant. Le corps peut devenir une émanation, peut devenir une sorte comme un spectre, comme juste une présence comme ça lumineuse. Et à l'inverse, il peut être dans une dimension concrète, charnelle, très forte, très matérielle. Chez Soutine aussi, alors là, oui, chez le Gréco, on sent qu'il y a la matière comme ça, elle tourbillonne, elle vibre. Chaque peintre aura une réponse sur la vibration interne du visage. Hein? Cette vibration qui est légère ici, on sent qu'il y a une petite vibration comme ça dans la peau. C'est léger, mais ça picote quand même. Cette vibration, elle crée de la vie, quoi. Elle crée une présence au personnage. Voilà. Et chez Soutine, il y a une grande instabilité. C'est-à-dire que là, on a l'impression que le visage est en train de se disloquer, que la matière, on retrouverait l'élément liquide, que tout est fait comme ça dans une espèce de mouvement dynamique, tournoyant, et le personnage est toujours à la limite de disparaître, de se disloquer, comme ça, dans une représentation très fluctuante. Donc on peut avoir envie aussi, comme ça, d'exprimer
une instabilité. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'arrive à la fin. Euh, il y aurait plein de choses à dire encore, je pourrais vous montrer plein d'autres choses, mais c'est déjà une petite approche. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous voulez revoir des choses? Ou est-ce que tout est clair? Ou simplement vous voulez réagir? Ouais. Euh, Finalement, est-ce que la classification Parlez un petit peu plus fort, s'il te plaît. la classification des peintures dans les 4 éléments, à ton avis, elle est plus, si on fait le lien avec l'écriture, plus liée à la graphologie, c'est-à-dire qu'on classe la peinture après coup, ou elle est plus liée à la calligraphie, il y a vraiment le peintre choisit une direction. Alors en fait, pour moi, c'est tout ça, le peintre, il le fait à son insu. Ce que j'ai voulu démontrer, si tu veux, c'est que le langage pictural, on pense que c'est savoir dessiner, connaître ses couleurs, savoir composer un tableau, tu vois. Bien sûr, c'est tout ça. Mais le ressenti du peintre, à mon avis, il est fondamentalement lié aux éléments, à la matière. Et donc, c'est une façon de... Voilà, j'ai repris aussi un peu ce qu'a essayé de faire Bachelard avec la poésie. Mais moi, je le vérifie pour moi-même, en tout cas. Et de penser comme ça m'enrichit, ça enrichit ma propre pratique. De me rendre compte que finalement, le ressenti de l'air ou le ressenti matériel de la terre, tu vois, j'utilise ça dans mon langage pictural. Et je pense que c'est présent, tu vois, chez les peintres depuis toujours. Même si cette catégorie, peut-être que personne ne l'a dit comme ça, ou qu'ils y pensaient peut-être pas comme ça. Mais forcément, alors tu trouves dans des écrits de peintres, tu trouves des choses. Quand Léonard de Vinci il parle de la perspective d'effacement, tu vois, il parle déjà de l'air. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a regardé l'air et que ça le touche d'une certaine façon. Euh, Cézanne aussi, il en parle. Donc il y a des peintres qui en parlent, il y en a qui n'en parlent pas, mais tu peux lire dans leur peinture, tu peux regarder, si tu regardes la peinture de Rembrandt, tu comprends que il est conduit à mettre toujours plus d'empattement. Pourquoi fait-il cela? Donc, et la matière picturale, peindre, même si c'est réaliser des images, c'est réaliser des images avec une matière, sinon on ne ferait pas de peinture. Tu vois? Alors là, maintenant, il y a la photographie. Donc, la photographie, c'est une image sans matière. Donc, la différence entre la peinture et la photographie, c'est qu'il y a une confrontation à la matière. On est à une époque où la matière disparaît, parce qu'on dématérialise tout. Donc, si tu reviens à la matière, tu reviens au corps, tu reviens au ressenti du corps. Et le peintre, à mon avis, il est imprégné de tout cela. Et si on doit, d'ailleurs, si on réfléchit à la peinture avec des gens qui veulent se mettre à la peinture, je pense que c'est intéressant aussi de leur faire développer un ressenti de la matière. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Toi-même, qui est dans ton domaine, tu vois, qui est, enfin, tout le monde sait peut-être si on te connaît que tu es agriculteur ici à Bourg-en-Marlotte, mais tu as forcément aussi des ressentis, des éléments qui sont les tiens, sans doute. Ah, c'est pour ça que quand tu as parlé déjà du premier élément de la Terre, quelque chose de figé, pour moi, c'est pas quelque chose de figé. Oui, alors d'accord, bien sûr. Mais je sais pas, attends, c'est figé dans l'imaginaire du peintre. Ouais, voilà. Et puis figé quelque chose de solide, comme un fondement. Alors, il faut que tu nous parles de la Terre, hein, ce sera très intéressant. Mais Et d'ailleurs, ta peinture, du coup, c'est vrai que tu ne nous as pas parlé tellement toi, tu es quand même beaucoup sur le 3D. Là, c'est vrai que tu nous as présenté des choses sur écran où il n'y a pas vraiment de relief. Toi, tu joues sur le relief. Donc,
le relief dans la classification, comment tu le... Bah, le relief, c'est la matière picturale elle-même. Donc c'est vrai que ce serait la terre, si tu veux. Enfin, la matière picturale, si je mets une charge matérielle, je suis directement connecté à cette réalité de l'élément terre par rapport à un élément air qui serait la disparition de la matière. Tu comprends? Évidemment, tout ça, on peut ne pas être d'accord. C'est des classifications qui sont les unes par rapport aux autres. Mais si la Terre est quelque chose de statique et de refermé, c'est par rapport à l'air qui serait quelque chose de complètement ouvert. Mais moi-même, dans ma peinture, là je ne parle pas de ma peinture, je ne suis pas là pour ça, mais si je prends l'exemple de ma peinture, j'ai été longtemps dans l'élément air. Tu vois, le côté aérien m'attire beaucoup, depuis toujours. La diffusion, tout ça, l'évaporation, donc on ne se refait pas. Mais dernièrement, j'ai eu le besoin de me recentrer sur la Terre. C'est-à-dire de revenir à une matière picturale plus importante que ce que je faisais avant. Et ça m'a plongé dans des ressentis différents, et ça m'a donné des solutions de peinture différentes. Et je me suis aussi replongé dans la fluidité de l'eau. C'est-à-dire que dans ma touche, tu vois, à un moment donné, ma touche disparaissait, ma touche n'était pas présente. Voilà, la question de la peinture, faut-il voir les coups de pinceau ou est-ce qu'on les cache? Ça, c'est une grande question de peinture qui existe depuis toujours. La peinture de la Renaissance, on cache les coups de pinceau. Tu prends un Van Eyck ou Léonard de Vinci, on ne voit pas les coups de pinceau. Et on utilise des matériaux, des médiums, des vernis, toutes sortes de choses qui sont faits pour ça, pour ne pas voir les coups de pinceau. Et on peint sur du bois, comme ça, tout est lisse. Et du coup, on ne voit pas comment c'est fait, pratiquement. Et donc, on est complètement pris dans l'image qui est véhiculée, dans la représentation. A l'inverse, à partir du XVIIe siècle, on sent un point d'inflexion. Alors, j'ai parlé de Rembrandt, mais ça pourrait être Velázquez. À partir du XVIIe siècle, on sent un changement dans l'histoire de la peinture et on commence à revoir la touche. Et les peintres, au contraire, ils vont montrer leurs gestes, ils vont montrer leurs touches, ils vont imprimer un mouvement dans la peinture. Et c'est presque le début de l'abstraction qui commence au XVIIe siècle. C'est très schématique ce que je dis, hein, mais... Donc toi, tu nourris ton imaginaire par les clés de ces éléments que tu viens de me décrire, Oui. pour stimuler la sensation et pour te mettre peut-être dans un autre contexte que tu as l'habitude de faire pour créer autre chose. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait... Faire quelque chose de nouveau, quoi. Oui, mais même les solutions à la peinture, si tu veux, pour se connecter à une sensation dans la peinture, alors peut-être ça part du principe que tu n'as plus trop de problèmes de couleur ou de dessin. Si on débute, encore que, même si on débutait, je pense que c'est intéressant de se poser des questions de cet ordre-là. Tu vois, se dire, finalement, c'est quoi la peinture? C'est quoi la peinture? Est-ce que c'est juste créer des images ressemblantes à quelque chose? Ou est-ce que c'est d'emblée un rapport au monde, un rapport à la sensation du monde, un rapport physique à la matière? Et justement, par rapport à notre ami qui est agriculteur, moi qui suis peintre et qui ai beaucoup avant peint dans le paysage, j'ai des ressentis par rapport au ciel, par rapport à l'horizon, par rapport à la terre. Je ne sais pas, il faudrait que je parle avec lui. Il a sans doute des ressentis du ciel et de la terre qui sont différents et qui seraient intéressants d'évoquer. Mais ça nourrit la peinture, ça. Parce que pour moi, un des gros problèmes, c'est l'inspiration. Je t'en prie. L'inspiration, oui. Ben, c'est toujours un gros problème. C'est pas pareil que l'imaginaire. Ben, en fait, l'imaginaire, non, si, l'imaginaire, tu l'as à disposition. Si tu cultives un imaginaire, je pense par exemple, je sais pas, un menuisier, il a un imaginaire qui n'est pas le même que le peintre, mais il y a des points communs. Moi, je parlais avec un menuisier il y a quelques années, c'était incroyable. C'était un charpentier menuisier. Et je lui ai acheté des bouts de bois dans sa grange, tu vois, des plateaux d'arbres, et il me disait, je touche comme ça, j'effleure le bout de bois, je sais ce que c'est. Tu vois, je sais si c'est du chêne, du hêtre, du frêne. Tu te rends compte, c'est la connaissance. C'est une connaissance, ça. C'est une connaissance physique de la matière. Ça, c'est quand même, il y a des points communs avec la peinture aussi, ça. Alors,
l'imaginaire, on a tous un imaginaire. On peut avoir un imaginaire narratif, tu vois, d'inventer des histoires. On peut avoir un imaginaire, je sais pas, un sportif qui joue au tennis, il a un imaginaire sans doute, du tennis, tu vois, de la beauté, du geste, ou je sais pas. Le peintre, il a un imaginaire spécial. Un musicien, il aura un autre imaginaire. Mais je trouve ça important, enfin, moi, ça m'apporte de me dire que mon imaginaire de peintre, finalement, est profondément lié à la matière. Donc, j'essaie toujours de ressentir la matière. Donc, ça peut être la cuisine aussi. Quand on fait de la cuisine, finalement, c'est assez proche de la peinture, hein.